Voilà, merci pour cet accueil déjà, merci au CRS de nous accueillir aujourd'hui. Donc effectivement avec Geert, on va vous présenter une partie du projet 7,5 qui a concerné la rehausse du bassin supérieur numéro 2 de la centrale de Caux. Ce projet 7,5 est un projet, comme je vais vous le montrer, qui comporte d'autres aspects qui sont d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Au cours de cette présentation, on va vous faire une petite présentation de l'entité Cohydro pour vous présenter un peu le périmètre de nos activités. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec ce fameux projet 7,5, vous expliquer pourquoi 7,5, d'où vient ce projet, quels sont les incitants, et puis on passera à la partie vraiment conception de ce chantier de rehausse. Et puis Geert rentrera un peu plus dans les détails liés au terrassement, avec les contrats spécifiques sur notre chantier et les solutions innovantes que la société a pu apporter sur ce chantier. On parlera également de l'intégration évidemment de cette rehausse dans l'existant, hein, puisqu'on est venu appuyer un nouveau remblai sur un remblai existant, il y a forcément des contraintes associées. Quelques mots sur le futur de la centrale de Caux, parce qu'on a dans les cartons quelques projets, quelques idées en tout cas, même si ce n'est pas forcément concret aujourd'hui, pour poursuivre l'agrandissement de la centrale. Alors la centrale de Caux, depuis la centrale de Caux, on gère en réalité plusieurs assets. On gère les assets d'Engie, les assets hydro d'Engie pour le sud de la Belgique, donc province Liège-Luxembourg. Donc principalement en termes de capacité, on parle de la centrale de Caux avec ses 1080 MW. Mais on gère également plusieurs petites centrales hydroélectriques, petites en termes de capacité de production, hein, on voit 22 MW sur 5 centrales, mais par contre ça concerne des ouvrages assez importants, hein, comme le barrage de Robertville, le barrage de Butchenbach, et d'autres plus petites installations. Ce sont des barrages et des installations sur lesquelles on fait aussi pas mal de projets de modernisation et des investissements pour pérenniser aussi la production sur ces sites-là. Il y a environ 40 travailleurs dans notre giron. Et donc notre mission première, c'est l'exploitation et la maintenance de ces outils. Mais quand on le peut, on fait aussi du développement. Et donc on gère ces projets avec des partenaires extérieurs et principalement Tractable Engineering qui fait partie du groupe Engie et qui est notre bureau d'études interne. Alors la centrale de Caux un peu plus en détail pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Vous voyez ici une vue schématique avec ce bassin inférieur qui est en forme de fer à cheval, qui est en fait un ancien méandre de l'Amblève qui a été isolé par deux digues qu'on peut voir un numéro 3 et numéro 5 pour isoler le bassin inférieur avec ce qu'on appelle la digue amont et la digue aval. De cette manière, on crée une retenue d'eau d'environ 10 millions de mètres cubes dans un bassin qui est finalement naturel. Il n'y a que les digues qui sont de construction artificielle avec une étanchéité bien spécifique. Alors on retrouve nos deux bassins supérieurs, hein, le bassin supérieur numéro 1 en numéro 9 et le 2 en numéro 10, qui sont SAD avec deux conduites d'amener SAD, construits à des périodes différentes. Tout ça va alimenter une centrale où on va retrouver 6 turbines, 6 groupes de type Francis, hein, donc des groupes réversibles turbines-pompes, qui vont permettre une production de ces fameux 1000 MW. Au niveau de la ligne du temps, le début de la construction en 1967, première mise en service donc de la partie CO1 des 3 fois 145 MW en 1972, donc on a tout juste dépassé les 50 ans. Et CO2 construit quelques années plus tard, mise en service en 1979, avec 3 fois 215 MW. Et donc déjà à l'époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai intérêt à avoir ce type de technologie. Donc ils ont gonflé un petit peu la capacité sur CO2. On a passé une bonne période d'exploitation avant d'entamer les premières phases de maintenance majeure. Et donc début des années 2000, dans les années 2000, une première phase de révision sur COA. Dans les années vers 2010, on est passé sur CO2. Et ici, avec le projet 7,5, on a entamé la deuxième phase de grosse révision, notamment avec le projet 7,5 sur COA. Et à partir de 2027, on réentame, dès que le projet 7,5 sera terminé, des phases de révision sur CO2. Donc il y a vraiment de la modernisation en cours à la centrale de Caux. L'objectif d'Engie est de pouvoir pérenniser l'asset pour les 40 prochaines années. On voit quelques photos, notamment
de la construction du bassin inférieur qu'on devine ici en bas. La prise d'eau du bassin inférieur qui a été entièrement rénovée en 2021. Le bassin 2 en construction et la caverne également lors de sa construction. Okay. Alors, quelques mots sur le rôle de Caux sur le marché belge. Caux, à l'époque, a été construit en parallèle de la centrale de Tillange. L'idée était de pouvoir absorber l'énergie produite, notamment pendant la nuit, à Tillange, et de pouvoir la restituer pendant la journée lors de pics de consommation. Ça permet aussi d'absorber un trip d'une unité nucléaire. Mais Caux, ça a aussi pas mal d'intérêts. Flexible, rapide, fiable. Flexible, pourquoi? Parce qu'on est capable de mettre sur le réseau, de produire entre de 80 et 1080 MW. Donc on a cette flexibilité, on peut absorber, mettre sur le réseau en fonction de la demande. Rapide, parce qu'on est capable de démarrer en 2 minutes. Et fiable, parce que si on prend les chiffres moyens, je vais dire, de disponibilité, on est au-delà des 99% à la centrale de Caux de disponibilité sur le réseau. Avec évidemment cette capacité significative qui, comme l'a dit M. Herpicom, dépasse largement ce qu'on peut faire aujourd'hui en asset batterie, en tout cas sur un site unique. Alors évidemment, ça a un rôle clé pour Engie, qui peut gérer son portefeuille de manière dynamique et absorber des trips sur certaines unités en démarrant la centrale de Caux. Mais ça a aussi un intérêt pour tout le marché, puisqu'en absorbant les surconsommations et en restituant au moment où c'est plus critique sur le réseau, on va pouvoir lisser un peu plus la courbe de prix et ça a un avantage évidemment pour tout le monde. Alors rentrons un petit peu plus en détail dans ce fameux projet 7,5. Alors le projet 7,5 est en fait, le chiffre de 7,5 est en fait issu d'une réglementation sortie par le régulateur du réseau, la CREG, qui a, en 2018, je pense, si je me souviens bien, a sorti cette réglementation en incitant les producteurs de stockage d'augmenter leur capacité à la fois de production et de stockage de 7,5%. C'est-à-dire que si on faisait minimum 7,5% d'augmentation de capacité et de stockage, on avait un incitant financier qui se matérialisait par une réduction des coûts réseau qu'on paye à Elia. Et comme on fait du pompage-turbinage à Caux, on paye 2 fois les coûts réseau à chaque fois qu'on absorbe et qu'on restitue sur le réseau. Donc c'était pour nous un incitant financier à développer un projet. Et alors tout ça s'inscrit dans un contexte où on voit entre 2020 et 2024, il y a une augmentation de 38% des capacités éoliennes et photovoltaïques. Donc c'est vraiment la transition énergétique qui a été moteur dans cette décision de la CREG. Et donc forcément, qui dit plus de photovoltaïque et plus de renouvelables de manière générale, dit plus de production sporadique et indépendante de la consommation. Donc on va produire en photovoltaïque dans des belles journées ensoleillées, on va produire énormément en pleine journée lorsqu'il n'y a pas de consommation. Et finalement, l'intérêt est d'aller absorber cette énergie pour pouvoir la restituer plus tard. Donc le stockage est vraiment intimement associé au renouvelable. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Donc besoin grandissant en énergie de stockage, en capacité, et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'optimiser la plus grosse installation de stockage en Belgique. Alors 7,5% à la centrale de Caux, qu'est-ce que ça représente? Pour la partie capacité, donc volume des bassins, on va dire, ça représente 450 MWh, donc à peu près 600 000 m3. Dans notre projet, nous avons décidé d'une part d'augmenter, et on va en parler un peu plus tard en détail, rehausser la digue du bassin supérieur numéro 2. Bien sûr, si on gagne 600 000 m3 dans le cycle supérieur, il faut le gagner également dans le cycle inférieur. Et dans le bassin inférieur, on est allé élargir, je vais dire, les berges en prenant du matériau de la zone d'exploitation, en le remettant dans la zone, ce qu'on appelle la tranche morte. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une partie, donc un vrai travail de terrassement pour augmenter la capacité. Et d'autre part, on a également optimisé nos niveaux d'exploitation. Donc on a pu étudier la possibilité d'abaisser un petit peu nos niveaux d'exploitation pour gagner une capacité assez importante aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première partie du projet.
Et deuxième partie, comme je l'ai dit, en termes d'augmentation de puissance, à la centrale de Caux, on a 1080 MW, nos 7,5% représentent 81 MW, qu'on a décidé d'augmenter sur les 3 machines de Caux 1. Donc on a 6 machines, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la présentation, Caux 2 est déjà surdimensionné par rapport à Caux 1. On n'a pas la possibilité technique d'augmenter la puissance. Par contre, sur Caux 1, on augmente d'à peu près 27 MW par machine. Et pour ce faire, on est en train de le faire, on remplace les turbines, on adapte les rotors des alternateurs, on remplace les transformateurs et d'autres choses. On ne rentrera pas plus en détail dans ce projet aujourd'hui. Voilà, CAPEX total entre 2021 et 2026, 67 millions d'euros pour réaliser ces 2 projets. La ligne du temps du projet, ben voilà, comme je vous l'ai dit, on a pris la décision en 2018 au niveau du management d'Engie de lancer les études. On a demandé un permis unique qu'on a reçu en 2020 et alors on a démarré par l'extension du bassin inférieur, pendant la vidange du bassin inférieur, qui était une première depuis 50 ans, en 2021. Et dans la foulée, en juillet 2021, on a entamé la rehausse donc, du bassin supérieur numéro 2 qui s'est achevée en 2023, mi-2023. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour le moment, on est dans la phase augmentation de puissance, phase de projet prévu en 2027. Et puis, on enchaîne sur les grosses révisions des groupes de CO2. Alors, un petit focus sur l'augmentation de capacité du bassin inférieur avant de passer à la rehausse du bassin supérieur. Donc dans le bassin inférieur, on a décidé d'augmenter la capacité en élargissant un petit peu la capacité dans la zone d'exploitation qu'on voit ici en rouge. Donc ici au-dessus, vous pouvez voir le croissant du bassin inférieur. On a identifié 2 zones de terrassement, de déblai en rouge. On est allé chercher du matériau qu'on a remis dans la tranche morte, qui est donc une tranche côté aval du bassin inférieur. Il faut savoir que dans le cycle de Caux, on utilise à peu près 8,5 millions de mètres cubes sur les 10 millions qui sont disponibles dans le bassin inférieur. Donc on a toujours dans le fond de bassin une quantité d'eau qui n'est pas utilisable pour l'exploitation. Donc on a comblé cet espace avec des matériaux de déblai qu'on est allé chercher de la zone exploitable. Comme ça, on a pu gagner 180 000 mètres cubes et le delta pour arriver au fameux 600 000 en fait, a été gagné en abaissant le niveau d'exploitation. Et l'abaissement du niveau d'exploitation n'est possible que parce qu'on remplace nos 3 machines sur Caux. Donc c'est lié, c'est pas simplement un gain facile, on va dire, c'est aussi lié au remplacement des turbines sur Caux. Donc c'est un projet qui a été étudié par Tractable Engineering et qui a été réalisé par une association d'entreprises, Wanty Bodarway, donc durant les 3 mois de vidange du bassin inférieur en 2021. Alors, le fameux bassin supérieur numéro 2 et sa rehausse. Alors, une petite vue d'ensemble de la conception. Donc là aussi, c'est un projet qui a été étudié par Tractable Engineering et qui a été donc réalisé par l'association Éloi Yann Denul. Donc le projet en lui-même consistait à rehausser, on peut le voir ici, la zone de remblai et le bassin en vert, rehausser le bassin supérieur numéro 2 d'à peu près 2 mètres, ce qui représente quand même 1 million de mètres cubes de terrassement. Et l'intérêt du projet était d'aller chercher les matériaux dans la zone directement voisine au bassin, donc on ne souhaitait pas amener du matériau depuis l'extérieur. Donc l'idée était de gérer le déblai en local. Déjà on a dû acheter une partie des terrains ici qui ne nous appartenaient pas. Après forcément forcément non, c'était une zone d'exploitation forestière, donc on a dû déboiser entièrement la zone, faire une quantité de reconnaissance géotechnique, j'y reviendrai juste après, pour valider la faisabilité d'aller chercher du matériau facilement entre guillemets dans cette zone d'emprunt. Et alors dans tous les travaux qui sont annexes mais essentiels pour ce projet, on a notamment le déplacement, la rehausse d'une voirie qui empiète sur le nouveau pied de talus, le déplacement d'un réservoir d'eau potable qui alimente le village adjacent, déplacement d'une cabine haute tension, d'un câble haute tension. Voilà, on reviendra un peu plus en détail sur ces ouvrages. Alors au niveau géotechnique et géologique,
On a tout d'abord, au niveau de la conception, commencé par faire une campagne de reconnaissance géophysique et géotechnique qui a permis d'identifier deux choses. La première, c'est de définir la cartographie des zones excavables avec des moyens simples, entre guillemets, enfin, sans utiliser d'explosifs, ou avec des vitesses allant jusqu'à 2500 mètres par seconde. Donc l'idée était de valider la capacité à aller chercher ces fameux 1 million de mètres cubes à proximité directe du bassin. Ensuite, on a également contrôlé les paramètres géotechniques de nos digues et on a pu se rendre compte que les valeurs mesurées lors de cette fameuse campagne qu'on a réalisée en 2019, notamment au niveau de la cohésion, étaient largement inférieures aux valeurs connues, ou en tout cas qui nous sont parvenues de la construction de la centrale. Donc à l'époque, on a retrouvé dans certains documents, mais qui sont malheureusement assez lacunaires, des valeurs moyennes de cohésion de l'ordre de 20 kPa. Et puis finalement, nous, on a mesuré des valeurs caractéristiques pour le coup, mais plutôt de l'ordre de 2,6. Et donc là, on s'est rendu compte au début du projet que en fait, la stabilité du bassin n'était même pas assurée aujourd'hui en conditions séisme. Enfin, la situation existante n'était pas validée en situation séisme. Et donc le projet, qui était un projet à la base d'extension, s'est transformé un peu en projet également de stabilisation. Les études ont permis de déterminer un objectif cible pour le projet, pour assurer cette stabilité. Et au niveau de la conception initiale, nous avions prévu, dans les zones où le remblai est de plus grande hauteur, de faire une stabilisation, enfin un remblai en deux zones. Une zone courante qu'on voit ici en orange avec une valeur cible de cohésion de 3,3 kPa. Et par contre, un remblai renforcé en pied qui au niveau de la conception avait été imaginé en géogris, en gabion. Il n'y avait pas de solution imposée au niveau du cahier des charges, mais en tout cas une nécessité pour l'entreprise de nous apporter une solution technique pour garantir en tout cas la stabilité du bassin. On verra un peu plus tard que finalement la solution technique proposée par l'entreprise nous a permis d'avoir des propriétés de sol bien meilleures que ce qu'on espérait. Et au final, on a mis à jour la conception en cours de projet en tenant compte aussi des moyens de mise en œuvre que l'entreprise a proposés et qui seront présentés plus tard pour revoir les valeurs cibles. Et aujourd'hui, on a des valeurs cibles qui sont atteintes sur la 100% du remblai. Donc on a pu vérifier la stabilité avec des valeurs ici de 12,4 en cohésion. Alors au niveau de la conception ou du cahier des charges, on avait imaginé quelques principes de validation de la mise en œuvre du remblai, avec tout d'abord la réalisation de tranchées tests sur le chantier pour valider les profondeurs de roches excavables et les différentes couches. Il faut savoir que au moment où on a fait notre campagne géotechnique, nous n'étions pas propriétaires des terrains, nous n'avions pas encore déboisé, donc forcément on avait un accès limité à la connaissance du sous-sol. Ensuite, une planche test a été réalisée pour valider la méthode de mise en remblai. Donc le choix des matériaux, les épaisseurs de couches, les méthodes de compactage, le nombre de passes, etc. Geert reviendra un peu plus en détail sur ces aspects-là. Ensuite, on avait demandé la réalisation d'un remblai test. Donc un remblai complet a été réalisé en test, un remblai de 15 000 m3 dans lequel on a réalisé des forages géotechniques pour justement valider que la solution proposée par l'entreprise et que la méthode de mise en œuvre permettait de rencontrer les caractéristiques géomécaniques attendues dans l'étude. Une fois qu'on a validé ces aspects-là, on est parti en production sur le remblai donc de la rehausse, et alors il y a eu des contrôles d'exécution qui ont été réalisés avec des essais à la plaque, des contrôles de densité en place, etc. Alors qui dit terrassement en Wallonie dit Walter. Il faut savoir que sur ce projet-là, on était partiellement en zone pêche,
Donc on peut deviner ici toute la zone est est plutôt en zone pêche. Et puis on peut voir qu'on a différentes affectations au plan de secteur également. Alors on a pu justifier d'analyser que les parties sol de nos excavations. Donc tout ce qui était terre végétale et collusion ont été analysés dans le cadre du décret Walter. Par contre, tout ce qui a été roche fauchée et roche saine n'a pas dû faire l'objet du décret Walter. Donc évidemment, c'est un avantage important pour ce projet, puisque tout ce qui est terre végétale et collusion n'était pas utilisé pour la mise en remblai. Il y a eu des stocks provisoires qui ont été réalisés, un échantillonnage sur tas, avant réemploi. Alors heureusement, on n'a pas trouvé de pollution particulière sur les matériaux de la zone. Par contre, on avait prévu au niveau du cahier des charges la possibilité d'encapsuler sur site certains matériaux en cas de découverte malheureuse. Et alors, bon, voilà, Walter permet, dans le cadre d'un permis unique, des mouvements de terre depuis une zone pêche vers une autre zone pêche, indépendamment du plan de secteur, indépendamment du taux de pollution. Donc c'est malgré tout, le fait d'avoir un chantier en zone pêche n'est pas si désavantageux que ça. Donc, mais dans notre cas, comme je l'ai dit, on a eu la chance de ne pas forcément avoir de pollution particulière sur site. Voilà, je vais passer la parole plutôt à Geert pour les détails concernant les contrats de terrassement et les solutions apportées par l'entreprise. Merci Axel. Comme mon nom fait supposer, je suis néerlandophone. Donc veuillez m'excuser pour les erreurs linguistiques que je ferai. Bon, donc effectivement, nous avons participé au projet. Et depuis le début, on a pu résumer le projet en 3 adjectifs. Pour nous, c'était dur, c'était exigeant et c'était rapide. Le dur, c'était plutôt, ça réfère plutôt à la qualité de la roche et de la nature des blés qu'on devait excaver. Exigeant, c'était donc les caractéristiques du remblai à atteindre, la compaction à atteindre. Et ceci combiné avec une vitesse qui était quand même impressionnante. Ah, c'est pas branché. Voilà. Donc encore un petit petite coupe transversale de la nature du terrain. Ce n'était qu'une coupe, ce n'était pas du tout homogène sur le terrain. La couche superficielle constituait donc des colluvions, des matières plutôt limoneuses, qui n'étaient pas vraiment les bons matériaux pour faire un remblai de qualité en tant que tel. Heureusement que la couche n'était pas tellement épaisse. En dessous, on trouvait la roche fauchée, schistique, avec une bonne qualité. Une qualité qu'en général fait qu'elle est exploitable, qu'elle est excavable et qu'il est possible de faire un remblai de qualité avec. Mais puis en dessous, la zone grise, c'est donc la roche dure, également schisteuse, mais quand même avec une résistance à la compression importante et une vélocité sismique moyenne de 2600. Ça, c'est quand même une roche compacte, une roche solide à creuser. Je me trouve un peu éloigné, je pense. Voilà. Ceci résume les contraintes de compaction qu'on devrait atteindre. Donc, Axel a expliqué les cohésions, les angles de friction interne qu'on devrait atteindre. Mais c'est quand même un paramètre qui est un peu difficile à vérifier pendant un chantier de production en tant que tel. Donc, dans le cas spécial des charges, pour le contrôle journalier, il y avait des contraintes définies, reprises du GTR, de la CETRA, qui s'expriment en essai en plaque et donc des EV1, des EV2, des valeurs de compaction à atteindre et à vérifier avec l'essai à la plaque. Et donc la valeur à atteindre était de 30 mégapascales
Ceci comparé donc à une densité Proctor de 95%. Donc c'est quand même un compactage de qualité à faire. Bon, si on traduit cela en compaction, en organisation de compaction, et de nouveau c'est un extrait qui vient du CETRA, et qui te donne donc en fonction de la nature des déblais, vous voyez la caractérisation en C2, A2, etc. Donc il y a plusieurs catégories, ce qui rend également la gestion du chantier en tant que tel, la compaction un peu difficile, puisqu'on est confronté avec plusieurs types de matériaux à compacter dans la même foulée. Puis la CETRA te donne de tels tableaux qui te définissent en fonction de la nature des matériaux, des blés, l'épaisseur de la couche en fonction du compacteur que l'on choisit. Et donc y associer la cadence, la production à laquelle on peut s'attendre. Les épaisseurs des couches pour ce genre de matériaux définis dans la CETRA, c'est 50 cm, avec une cadence moyenne entre 200 et 500 m3/heure, avec cette roche fauchée. Malheureusement, ça ne nous convenait pas tellement, parce que ceci donne le résumé des quantités à réaliser. Donc, comme Axel a déjà expliqué, il y avait une quantité totale d'excavation qui dépassait d'1 million, catégorisée en type de roche, et la quantité la plus importante là-dedans, c'était quand même la roche dure. Avec une cadence, donc on disposait d'un délai de 6 mois pour faire l'ensemble du terrassement, ce qui revient à une cadence moyenne de 10 000 m3 par jour, dans une roche dure avec des contraintes de compaction assez importantes à atteindre journalièrement. En plus, comme Axel a également expliqué, la surface du remblai n'était que 3 hectares, avec une épaisseur de couche de, disons, 50 cm, avec une cadence de 10 000 m3 jour. Ça veut dire que chaque jour, tu as besoin de 2 hectares pour ton remblai. Et si jamais tu as un problème de qualité, ça veut dire que le lendemain, ton chantier est à l'arrêt, puisque simplement tu ne déposes plus de la surface pour continuer. Et ça, c'était quand même un défi assez intéressant. Bon, quelle solution est-ce qu'on a mis en œuvre? Donc, elle se résume de nouveau en 3 mots, en 3 termes. D'abord, la force brute, et ça réfère plutôt à l'excavation, en combinaison avec une très bonne préparation qu'on a fait en étroite collaboration avec le bureau d'études et avec Engie. Et donc l'application de la technologie moderne qui existe et dont on doit se servir pour résoudre de tels problèmes. La force brute. Donc la solution la plus standard pour l'excavation d'une roche dure, c'est le ripage. Et alors l'engin classique auquel on pense, c'est le bulle, avec le ripper derrière. Toutefois, ce n'était pas la bonne solution ici, puisque de nouveau, c'est une solution horizontale, pour ainsi dire. Ça requiert de la surface. Ça veut dire, pour exploiter 10 000 m3 jour avec un tel engin, tu dois donc, imaginons qu'il est en mesure de ripper à 10 mètres de profondeur, ça veut dire que tu as besoin de nouveau de 2 hectares chaque jour à exploiter. Ce n'était pas forcément ce dont on disposait. Donc, il fallait mettre en œuvre d'autres solutions. Et comme nous sommes une entreprise qui travaille mondialement, nous avons quand même pas mal d'expérience dans le domaine. La photo que vous voyez ici, donc la photo droite, c'est Panama. Notre entreprise a fait les excavations pour les tranchées de nouvelles écluses sur le canal Panama. Aussi bien côté... Vous m'entendez encore, oui? Donc aussi bien côté Atlantique que le côté Pacifique. Côté Pacifique, c'était du basalte, donc il n'y avait pas moyen d'excaver ça avec n'importe quelle excavatrice, c'était des explosifs. Côté Atlantique, et ça c'est l'image que vous voyez là-bas, c'était quand même une roche un peu plus ripable. Et là, on a mis en œuvre, par exemple, de tels engins pour excaver la roche. La photo gauche que vous voyez, elle est prise aux Émirats, où nous exploitons également, nous minons la roche pour servir d'enrochement
dans le cadre des îlots artificiels que nous y réalisons. Donc, nous avons quand même bâti une certaine expérience dans l'exploitation des roches, et ce qui nous a permis d'établir une relation empirique entre la vélocité sismique de la roche que l'on constate d'un côté et la breakout force, comme on l'appelle, des engins dont nous disposons dans l'entreprise. Vous imaginez que lorsqu'on doit mobiliser un tel engin en Panama, que ça coûte pas mal d'argent. Donc tu veux quand même avoir une certaine rassurance que du moment que tu dépenses cet argent-là, qu'effectivement l'engin servira au but souhaité. D'où donc cette savoir-faire, cette relation empirique que nous avons développée dans le courant des années. Dans le prise en cas, donc avec la vitesse sismique établie, on a choisi cet engin-là. C'est une pelle 120 tonnes en combinaison avec un godet renforcé. Il y a ici des pièces d'acier supplémentaires, justement pour renforcer le bac. Et également en combinaison avec des dents spécifiques. Donc le choix des dents, des godets, donc le terrassement, ça a l'air d'être assez simple. Il y a quand même également du métier derrière. Et donc, le choix des dents en tant que tel, c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Il y a toute une gamme spécifique. Et on choisit les dents en fonction de la roche que l'on doit excaver. C'est d'ailleurs également un métier, un savoir-faire qu'on a développé pour nos dragues. Les dragues du type cutter, ils ont des têtes de fourrage avec beaucoup de ce genre de ce dents-là. Donc, c'est d'application de cette drague-là que nous avons pu acquérir cette expérience. Toutefois, ceci permet donc d'exploiter de la roche jusqu'à c'est pas une science exacte, quoi, donc c'est une estimation. Mais l'estimation avec ce genre d'engin, c'était qu'on pouvait exploiter la roche jusqu'à une vélocité sismique de 2200. Comme Axel a expliqué, on pouvait quand même s'attendre à au moins des zones où la roche était plus dure que ça. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre un engin supplémentaire, et ça c'est un repair, mais ce n'est pas un repair classique, qui n'est qu'une pièce d'acier, pour ainsi dire. Ceci est un repair excentrique. C'est donc une espèce de repair, mais qui est asservi, qui est opéré avec un système hydraulique de soi-même. Un système hydraulique qui a beaucoup plus de puissance que le système hydraulique de la pelle en tant que tel. Que nous avons dans l'entreprise, nous en avons 3. Ici, il y a le type moyen. On a également un type encore plus gros, avec lequel, par exemple, on va démolir du béton non armé à Anvers, un radier épais de 5 mètres d'une ancienne darse qu'on doit démolir dans le cadre des travaux Oosterweel. On est en milieu urbain là, on n'aime pas trop la vibration, et ce genre d'engin permet de démolir du béton non armé sans ce genre de bruit et de vibration. Voilà, donc on a mis en œuvre ça en combinaison avec le grand engin, et je pense que je peux dire que nous sommes la seule entreprise en Belgique qui dispose du tel matériel spécialisé. Donc finalement, avec cette analyse préalable, on a donc choisi des engins dont la puissance dépasse 2500 chevaux, qu'on a donc mobilisé pour atteindre cette cadence de 10 000 m3 souhaitée d'excavation de la roche. Que vous voyez ici aligné. Un deuxième aspect là-dedans, c'est également l'orientation de la roche. Donc heureusement, la schiste a une certaine, c'est pas dur, il y a une certaine orientation. Et donc si on installe ces engins d'une façon judicieuse, d'une façon intelligente vis-à-vis de l'orientation de la roche, il y a moyen d'exploiter avec ce genre d'engin la roche dure. Tout en positionnant, donc ceux qui connaissent un peu le métier du terrassement, ils disent, mais vous êtes des connards, puisque normalement, pour atteindre une bonne production, la pelle doit se trouver en hauteur, et pas en dessous de ce que l'on excave. Ceci n'est pas le cas pour la roche, puisque là, dans une telle roche, il est plus avantageux de mettre la pelle un peu plus bas,
et de tirer la roche comme ça au lieu de l'excaver du bas vers le haut. Et effectivement, donc avec ces 2500 chevaux, on a pu atteindre cette cadence moyenne de 10 000 m3. Voilà, ça c'est déjà résolu. Maintenant, faut-il encore compacter, remblayer et compacter ces 10 000 m3? Un autre problème, donc je vous ai déjà expliqué cette manque de surface et en combinaison de la cadence assez élevée qui ne te permet pas des erreurs. 10 000 m3 jour à compacter. Que faut-il savoir alors? Quelle surface est-ce qu'on a disponible? Restreint. Ça, j'ai déjà expliqué. Puis, quelle est la nature des déblais? Puisque si tu veux travailler chaque jour 10 000 m3, tu ne veux pas qu'il y ait une hétérogénéité qui va te surprendre. Tu veux développer un système, tu veux développer une méthodologie qui est constante, qui n'est pas impactée par le type de matériaux que tu vas rencontrer. Comment est-ce que tu veux éviter la surprise? En faisant des reconnaissances grande échelle, au préalable dans le cadre de la préparation, et valider cette méthode en échelle réelle. Puis, le choix de l'engin de compaction était assez important. Notamment, il faudrait choisir l'engin de sorte que la couche, l'épaisseur de couche qu'on pourrait mettre en œuvre par pas, serait le plus épaisse possible, justement pour éviter ce problème de surface. Et puis, tu veux également une méthodologie de vérification rapide de ta compaction. Tu ne veux pas faire une compaction, faire venir l'équipe qui fait l'essai à la plaque, constater que ce n'est pas bon, refaire, etc. etc. Comme ça, tu ne peux pas organiser un chantier à 10 000 m3 jour. Donc, tu veux une vérification rapide pour éviter du trial and error. Bon, tout d'abord, la reconnaissance de la nature du sous-sol et des déblais. On a fait, comme Axel a déjà expliqué, des fouilles de reconnaissance à grande échelle, avec deux buts. Tout d'abord, de vérifier quand même que les coupes géotechniques dont on disposait correspondaient à la réalité, de sorte que les plans d'excavation en tant que tels pourraient, le cas échéant, être adaptés, pour être sûr que le bilan était correct du moment que l'on commence les travaux. Et deuxièmement, justement, pour vérifier la compaction des matériaux qu'on extrait à grande échelle. Les matériaux qu'on a excavés là, on a fait des échantillons mélangés un peu, comme on les mélange à grande échelle également, et on a vérifié leurs caractéristiques de compaction sous forme d'essai Proctor, de densité Proctor. À gauche, vous voyez les résultats pour la colevion, ça c'est pas bon. Ça, tu ne veux pas travailler avec. Parce que, vous voyez, la courbe elle est assez étroite. Ça veut dire qu'elle est assez sensible à la teneur d'eau. Du moment que ça commence à pleuvoir, etc., et tu ne maîtrises plus ta densité. Tu ne veux pas travailler avec ça. Côté droit, c'était la roche fauchée. Ça, c'est nettement plus confortable. Puisque tu vois, les courbes sont plates, ce qui implique que ta densité est peu impactée par la teneur en eau. Ça veut dire que même s'il pleut, ou même s'il y a une certaine variabilité dans la teneur en eau naturelle, que tu n'es pas forcément impacté en termes de compaction. Ça, ça te rassure. Avec un tel matériau, tu peux entamer un chantier à grande cadence. Puis, deuxième aspect de cette réflexion préalable, c'était le choix du compacteur. Et là, on s'est servi de la technologie moderne. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un compacteur polygonal. Vous savez que les compacteurs classiques sont ronds, parce qu'ils doivent rouler, quoi. Ceci ne l'est pas. Il est polygonal. Vous voyez ici les secteurs. Heureusement pour l'opérateur, les secteurs sont décalés. Sinon, cette journée serait dure, je pense. Le fait que c'est décalé, ce n'est pas justement pour le confort de l'opérateur en tant que tel, c'est également parce que ça aide le principe du compactage. Pourquoi est-ce que ça aide? Le processus derrière la compaction, c'est une combinaison des vibrations verticales avec les vibrations horizontales. Les ondes verticales et les ondes horizontales.
Les ondes verticales, ils servent à casser la squelette. Puisque si tu veux densifier le squelette, d'abord tu dois remonter les granules et puis tu vas les remettre dans une densité plus élevée. Le premier pas du processus, lever, casser le squelette, c'est les ondes verticales. Le deuxième pas du processus, donc la partie compaction en tant que telle, c'est les vibrations horizontales. La partie plate de polygonal, c'est justement, ça génère les ondes, les vibrations verticales, ça casse la squelette. Parce que c'est plat, le transfert de l'énergie du rouleau vers le sous-sol est assez efficace. Ça va assez bien au sous-sol. Ce qui fait qu'en effet, l'effet en profondeur, ça va jusqu'à 3 mètres de profond. Tu vas compacter des couches de 3 mètres si tu veux. Ouais, bon, 3 mètres, c'est un peu exagéré, mais tu as quand même une influence sur 3 mètres de profondeur. Et puis, les vibrations horizontales sont induites, sont transférées au sous-sol par la deuxième phase du polygone. Quand la partie en inclinée se met sur le sol, tu as un transfert des vibrations horizontales. Du fait qu'ils sont décalés, tu as donc la combinaison parfaite de la vibration verticale avec la vibration horizontale pendant ton compactage. Et effectivement, le résultat de cette technologie, c'est que tu peux arriver en compaction jusqu'à 2 mètres de profondeur, disons. Nous avons la première fois mis en œuvre cette technique pour les remblais de l'écluse de Rank à Anvers, dans le port d'Anvers. Là, la cadence requise était de 20 000 mètres cubes jour. Et là, on a mis en œuvre la première fois, donc on a testé pas mal. Et on a constaté qu'effectivement la compaction allait jusqu'à 3 mètres de profondeur. On a vérifié avec des essais Panda, donc des essais des CPT manuels, disons, ou dynamiques. Et effectivement, ça a été démontré à ce moment-là. Bon, c'est assez intéressant ça, parce que ça te permet de travailler avec des couches plus épaisses que ce qui est renseigné dans le CETRA. Et ça, on en avait besoin. Puis, deuxième partie de cette technologie moderne, c'est la valeur EVIP. Donc, à gauche, vous voyez donc une coupe de fonctionnement d'un rouleau. Il y a une masse excentrique qui tourne tout le temps et qui génère la vibration. La graphique à droite donne la réaction que sous-sol rentre, que le reflet de la vibration du sol vers le compacteur. Puisque le plus que l'on compacte, le plus que le sol va quand même résister. Et il va donner donc un effort, il va envoyer un effort vers le rouleau. Il y a dans le rouleau un capteur qui va mesurer cet effort du sous-sol. Et il va le capter pendant le cercle, le cyclus de cette masse excentrique. Et là, ça, vous voyez ici dans la graphique. Vous voyez la résistance du sous-sol mesurée en fonction du cycle de la masse excentrique. Et tant que la compaction augmente, tant que, ici, ça devient plus raide. Et c'est en effet cette raideur de la courbe qui te donne la valeur EVIP. Cette valeur EVIP, c'est donc une mesure pour la compaction que tu réalises avec ton compacteur. Et ça, c'est donc mesuré en real time. Ça, c'est la solution pour notre problème d'éviter le trial and error pendant le chantier. Et ce qui est même plus beau, c'est qu'on peut en faire des plans. En combinaison avec un capteur GPS, tu relèves tes valeurs EVIP et tu les mets sur ton plan en temps réel. Tu définis dans le logiciel des couleurs en fonction de la valeur que tu mesures et tu vois, l'opérateur, il voit de façon assez facile la valeur qu'il a atteinte au moment propre qu'il y passe. Donc, il ne reste que définir la valeur seuil qu'on doit atteindre et voilà, on a un contrôle en real time. Et ça, on a fait ensemble avec le bureau d'études, avec NJ, et ça nous a fait plaisir que nos partenaires ont été assez ouverts à cette nouvelle technologie. Et on a établi pendant les planches, ou a essayé d'établir pendant les planches d'essai et les remblais tests des corrélations entre la valeur EVIP et la valeur classique associée à l'essai à la plaque. Et là, il y avait un problème.
Et ce n'est pas tellement anormal qu'il y ait un problème, puisque ce sont deux choses tout à fait différentes. Les VIP, ça mesure la réflexion du sol. Étant donné que la profondeur d'impact, c'est 3 mètres, ça veut dire qu'on mesure la réflexion quelque part au milieu, disons à 1 mètre 40. On mesure la réflexion dans la masse. Tandis que l'essai à la plaque, c'est quelque chose de superficiel. En fonction du diamètre de la plaque, on mesure peut-être sur 1 mètre, pas plus que ça. Donc les deux choses ne sont pas les mêmes. En plus, il y a un effet assez spécifique à ce rouleau polygonal, c'est qu'il compacte trop en superficie. Donc le transfert d'énergie est tel qu'il y a trop d'énergie sur la première, disons, 30 à 40 cm. On décompacte. Est-ce que ça pose un problème pour la technologie en tant que telle? Non. Parce que lorsque tu mets ta deuxième couche au-dessus, étant donné que l'impact du compacteur est assez profond, ça veut dire que la première partie, 40 cm, la première couche, est compactée lorsque tu fais la compaction de la deuxième couche. Et ça, effectivement, on a bien constaté pendant ces essais qu'on a fait à Anvers. Toutefois, ça ne se marie pas avec les contraintes qui sont définies en CETRA, puisque là, c'est l'essai à la plaque. Et la CETRA, elle a beaucoup de mérite, mais elle a également un certain âge. Elle n'a pas évolué avec les dernières technologies genre EVIP. Donc là, il y a quelque chose. Toutefois, ça nous a quand même aidé, bien que la corrélation n'y était pas tellement. Ça nous a aidé pour définir le seuil. Le seuil, sur l'image que je vous ai montrée, qu'on devait atteindre pour quand même être sûr que l'essai à la plaque prise après serait bonne. Et ensemble, avec le bureau d'études, on a fixé cette valeur à 90. Une EVIP de 90, alors on était relativement confortable. Et ça se voit. Lorsqu'on a ici 90, il n'y a aucune valeur qui est en dessous de 50 l'essai à la plaque. Ça va quoi. En plus, on a donc, pendant ces planches d'essai, établi la relation entre le nombre de passages du rouleau et la valeur EVIP que l'on constate. Et on voit que 90 était quand même un peu le maximum. Il n'y avait aucun sens en allant plus loin que ça. On a le nombre de pas qu'on a finalement choisi. On a vérifié que l'essai à la plaque serait bon à ce moment-là. Et effectivement, le résultat essai à la plaque à 9 passes, on était toujours largement au-dessus de 30. Donc on était rassuré à ce niveau également. Et ce qu'on voyait également, c'est on a mesuré l'épaisseur de la couche. Ça veut dire que la réduction de l'épaisseur de la couche en fonction du nombre de passes. Et on voyait qu'après 8 passes, ça dégradait. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de compacter trop. Finalement, on s'est arrêté à 9 passes. On n'est pas allé plus loin que ça. Toutefois, ça nous a permis d'établir notre plan d'attaque. On a également donc validé pendant ces plages d'essai qu'on pouvait travailler avec des couches de 1 mètre de profondeur au lieu de 50 cm, tout en rassurant les caractéristiques géotechniques à atteindre. On a donc établi comme valeur à EVIP 90 mégapascal. Et finalement, on a mobilisé 2 compacteurs pour réaliser cette cadence de 10 000 m3/h. Lorsqu'on voyait, on a quand même maintenu les essais à la plaque, mais les cartes couleurs que je vous ai montrées nous ont permis de bien sélectionner les zones, notamment les zones rouges sur la carte que j'ai montrée, où on faisait les essais à la plaque. Donc c'était toujours, le système EVIP nous a permis de détecter la zone la plus défavorable pour tester, ce qui donne quand même également une certaine rassurance en ce qui concerne la qualité du résultat. Et puis, donc, le système te permet également d'en sortir un rapport journalier qui te donne donc, pour cette couche-là, ce que finalement, au bout de la journée, que tu as réalisé. Il y a également un rapportage continu qui est mis en œuvre vis-à-vis du client, vis-à-vis du bureau d'études, pour avoir une transparence à cet égard-là. Deuxième type de technologie moderne qui nous a servi assez utile, c'est le drone. Ce n'est pas uniquement en situation de guerre, c'est également en situation de paix que ça nous sert assez utile, notamment pour le suivi de nos volumes. Il y a notamment un phénomène dans le terrassement qu'on appelle, c'est quoi Benoît de nouveau? Foisonnement. Le facteur de foisonnement,
qui te donne la différence pourcentuelle entre le volume que tu excaves et le volume que tu compactes. Ça ne va pas forcément être la même chose puisque la densité n'est pas forcément la même chose. Pour un terrassement, un chantier de terrassement d'une telle envergure, il est quand même intéressant de pouvoir suivre ça en temps réel. Et le cas échéant, d'adapter ton plan d'excavation, ton plan d'attaque, etc. Et tout en sachant qu'on avait plusieurs types de sol à excaver également. On pouvait toujours vérifier ces volumes par type et la différence entre terrassement et compaction et adapté en temps réel. Je pense qu'on a eu fait des vols au minimum une fois par semaine et de temps en temps même plus. Et puis, notre app, une application qui nous a aidé, ça s'appelle Leica Earth Mover. C'est une application sur le GSM que les chauffeurs ont dans leur dumper, qui leur permet donc, quand ils sont chargés, un endroit sur chantier, ils cliquent OK, j'ai été chargé sur cet endroit-là et je me décharge sur cet endroit-là. Et comme ça, donc, le conducteur du chantier, il reçoit une liste journalièrement, chaque soir, en Excel, en PDF, comme tu veux, avec ce qui a été fait pendant ce jour-là sur son chantier. Donc il a un suivi parfait. Il y a également une traçabilité parfaite, l'endroit d'extraction vers l'endroit de remblai. Voilà, ça c'était le terrassement. Puis un deuxième aspect qui méritait de l'attention, c'était l'intégration de l'existant. Vous voyez ici donc la phase dans laquelle on avait ici l'étanchéité existante. À côté, vous voyez ici donc le remblai, donc le résultat qu'on a voulu atteindre, donc les 2 mètres d'élévation de remblai qu'on a réalisé. Et puis il fallait donc réaliser la nouvelle étanchéité et réaliser un raccord parfait. C'est toujours le point faible, que ce soit en bâtiment, n'importe quel. Le raccord entre l'étanchéité, c'est toujours le point faible. Le risque particulier ici, c'est que quand même, on va donc faire un raccord sur un nouveau remblai effectué sur un ancien remblai. Donc il y a toujours un risque que les deux vont se tasser l'un vis-à-vis de l'autre. Donc qu'il se présente un tassement différentiel qui va alors générer des fissures, des fuites au droit de ce raccord en étanchéité. Ceci est une coupe de la situation existante avant que l'on ait intervenu. Vous voyez ici donc le remblai tout venant, couche d'amortissement, et puis ici l'étanchéité existante qui remonte ici du talus ici vers donc, la route de Crète. Et puis, et maintenant, malheureusement, la coupe est inversée, c'est l'image miroir. Donc ne vous trompez pas, sur cette coupe-ci, sa situation existante se trouve ici, côté droite. Et vous voyez l'étanchéité ici. Et ça, c'est donc la nouvelle situation avec le remblai rocher. Et puis ici, le raccord à faire. Vous voyez ici le danger, si jamais il y a des tassements différentiels entre les deux, il y a une rotation, il se crée une rotule, et alors on a un défaut d'étanchéité, ce que l'on ne veut certainement pas. Donc ce qui était à soigner ici dedans, c'était de faire une espèce de système de transfert, de transition entre l'ancien et le nouveau, qui va tamponner, qui va répartir un peu les tassements différentiels éventuels. Ce qu'on a réalisé donc avec des couches de géogris, et puis une formation assez spécifique des matériaux qu'on a mis en œuvre. Donc cette partie-ci, on a fait avec des couches, avec un matériau criblé et bien gradé de 0,150. On a travaillé en couche de 50 cm. D'ailleurs, effectivement, un autre avantage d'être passé en couche de 1 mètre, c'est que la taille des roches qu'on pouvait mettre dedans était moins importante. Donc on pouvait exploiter et réutiliser des roches d'une plus grande taille, parce que dans une couche de 1 mètre, c'est moins gênant que dans une couche de 50 cm. Une couche de 50 cm, il faut quand même réduire un peu la taille des roches, donc on a criblé, on a gradé. Également, ça nous donne quand même un certain confort sur la compaction, et on a monté comme ça, et puis réalisé le talus. Et ici, vous voyez donc une image de la mise en œuvre de l'étanchéité qui consiste de 3 couches. Une couche bitumineuse de base, disons,
une couche de liaison et finalement l'étanchéité. Ouais, ici, le type, ça, c'est un aileron, disons. Mais vous voyez qu'il est quand même attaché ici, donc il ne va pas disparaître dans le bassin. Et donc ici, la paveuse qui met en place l'étanchéité. Tu reprends, Alex Axel? Voilà, merci Gert. Donc comme vous l'avez vu, le gros de ce projet, c'était évidemment la partie terrassement, mais pas que. Il y a quand même d'autres travaux qui sont évidemment essentiels pour la réalisation d'un tel projet et qui ont été notamment réalisés par le partenaire de Yann Denul dans ce projet qui était Éloi. Et donc la prise en charge du déboisement, vous pouvez voir la zone telle qu'existante avant projet, donc exploitation forestière, 37 hectares de déboisement, le déplacement de certains réseaux, un câble ORES, 15 kV qui est passé en plat dans la zone d'emprunt qui a dû être dévié en périphérie du chantier, le déplacement d'une cabine haute tension. Comme ouvrage exceptionnel, on peut aussi noter la création d'un mur de soutènement de 8 mètres de haut, 50 mètres de long, qui a été construit pour protéger un ouvrage existant adjacent au bassin, qui est un ouvrage de contrôle du drainage. Donc voilà, aussi déplacement d'un réservoir d'eau potable qui alimente le village juste à côté. Aussi une gestion pour ne jamais couper forcément l'alimentation en eau pour ces villageois, avec la transition entre les deux bassins. Voilà. Et énormément d'ouvrages de gestion d'eau de surface également, des chambres de visite. Donc énormément de travail aussi à mettre en avant. Au niveau de ce nouveau bassin, ou ce bassin révisé, rehaussé, on a évidemment toute une organisation de l'auscultation avec renforcement par rapport à l'existant. En phase finale, on a aujourd'hui 37 piézomètres à la fois sur le corps de la digue, sur la digue qui vont permettre de mesurer le niveau d'eau dans le remblai, dans la fondation. On a une série de piézomètres aussi en périphérie qui vont permettre de suivre l'ensemble des niveaux de nappe phréatique qui sont suivis quotidiennement, enfin de manière hebdomadaire plutôt par notre service d'exploitation de la centrale de Caux. On a également installé des inclinomètres qui sont un nouveau dispositif sur nos ouvrages qui vont nous permettre avec un suivi périodique de suivre des déformations de ce nouveau remblai et aussi la déformation entre la nouvelle et l'ancienne couche. Des repères topographiques évidemment pour faire du nivellement. On a également installé deux drains en particulier. Un drain qui a été installé à l'interface entre l'ancien remblai et le nouveau remblai et qui, en cas, comme Kirt l'a dit, mais on a mis des moyens pour ne pas que ça arrive, mais en cas de problème à l'interface entre l'ancien et le nouveau remblai, on a un drain qui permettrait de visualiser directement une fuite éventuelle. Et alors un drain complet sous la rase de l'ensemble du terrassement qui permet également de drainer la fondation de ce nouveau remblai. Enfin, on a un drain qui se situe dans l'étanchéité même bitumineuse de ce bassin et qui permet de contrôler en permanence qu'on n'a pas de fuite, de fissures dans le bassin d'une manière générale. Alors le projet évidemment a eu un impact significatif sur l'environnement direct dans les alentours du bassin. Hein. Vous vous en doutez, 1 million de mètres cubes de terrassement dans la zone d'emprunt direct, ça a eu un impact. L'objectif était également de travailler en collaboration avec des experts de l'environnement et les autorités, notamment la DNF, pour améliorer, renforcer l'aspect biodiversité sur le site après projet. Et donc, avant, on avait de l'exploitation forestière qui n'est pas forcément idéale pour la biodiversité. Après projet, ben voilà, on a créé de nouveaux biotopes, des amas de souches, des zones marécageuses, des zones pierreuses. On a replanté certaines zones. On a favorisé aussi le développement de zones de promenade, etc. Donc, l'idée était vraiment que ce terrain reprenne naturellement ses droits. Et donc, vous voyez ici à gauche la vue juste après chantier. Donc, évidemment, une zone très aride, même si on peut déjà voir les zones humides. Et par contre, une vue cette année où voilà, on peut constater que la nature commence à reprendre ses droits,
Il faudra évidemment quelques années avant que les arbres qu'on a plantés poussent, etc. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Alors, les enseignements de ce projet sont multiples et sont plutôt positifs. Tout d'abord, en termes de qualité, on a mis en place des solutions innovantes. Comme Geert l'a dit, il y a eu beaucoup de discussions entre notre bureau d'études, les entrepreneurs, pour valider ces techniques, pour s'assurer que on faisait les choses dans les règles de l'art, qu'on garantissait la qualité du travail final. Et finalement, l'ensemble des tests réalisés en cours d'exécution, avant, pendant et même après, avec une campagne géotechnique complète qui a été réalisée dans le bassin rehaussé afin de valider tous ces paramètres géotechniques, permet de garantir aujourd'hui la qualité du travail. Au niveau sécurité aussi une réussite. On a eu 2 accidents mineurs avec des retournements de bennes de camion, mais malgré tout, sans avoir de blessés heureusement, mais sur un chantier d'une telle ampleur, ça reste limité. Au niveau environnemental, comme je l'ai dit, cette volonté d'améliorer in fine la biodiversité, même si on est bien conscient qu'on a eu un impact significatif. Au niveau planning, les attentes ont été rencontrées. Donc 2 ans pour réaliser ce projet, 6 mois de terrassement intensif. C'est quand même assez impressionnant. On a pu mettre le bassin en service en temps et en heure. On avait des contraintes, comme je vous l'ai dit, on avait un assistant financier pour la réalisation de ce projet. On avait des contraintes aussi planning liées à cet assistant qu'on a pu rencontrer. Donc c'est tout à fait positif. Et au niveau budgétaire, comme à souligner, on a préparé ce projet à la fin du Covid. On a réalisé le projet pendant l'année 2022, qui était quand même une année assez exceptionnelle en termes d'inflation. Et au final, aussi bien, je pense, côté maître d'ouvrage que côté bureau d'études et entrepreneur, on s'y retrouve sur ce projet. Et donc au final, c'est une belle aventure humaine. Je pense que si on est là aujourd'hui avec Geert pour vous présenter ce projet, si le bureau d'études, Benoît Hofer, Benoît Barbazon de chez Éloi, Gilles Hardy aussi, que j'ai vu passer, qui est chef de projet pour NJ. Si on est tous là aujourd'hui, c'est aussi pour porter ce message que ce projet s'est très bien passé, une très bonne collaboration, et on en est tous très fiers. Alors le futur de Co, très rapidement, c'est pas forcément l'objet de la présentation, mais on a quand même des idées pour le futur. Un parc batterie, on en a parlé, on va peut-être aussi tomber dans ce travers-là, mais on a un petit peu de place à Co, et certains veulent l'exploiter à fond pour mettre des batteries. Donc on a un projet qui risque bien de se faire à partir de début d'année prochaine, avec 80 MW de batterie, qui serait complémentaire, on va dire, à nos grosses turbines. Un projet Eolia, qui est aussi assez concret. Donc au niveau des bassins supérieurs, on a 6 éoliennes de 6 MW qui risquent bien d'arriver assez prochainement. Et enfin, un nouveau projet beaucoup plus gros d'extension du bassin supérieur 2, qui est une idée, on va dire, pour le moment, mais qu'on pousse aussi au niveau de notre direction, à l'idée de poursuivre le développement du site. Mais voilà, on a cette idée d'élargir plutôt le bassin supérieur numéro 2 pour augmenter non pas 450 MWh, mais 1000 MWh. Donc c'est plus d'1 million de mètres cubes gagnés en capacité de production. Et qui dit évidemment élargissement d'un bassin supérieur, comme tout à l'heure, dit augmentation de capacité du bassin inférieur. Là par contre, mettre 1 million de mètres cubes dans le bassin inférieur actuel simplement en exploitant au maximum l'eau disponible, ce n'est pas possible. Donc là, on passerait par une rehausse du bassin inférieur pour permettre cet agrandissement. Tout ça est très hypothétique aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup au CRS de nous avoir accueillis. Merci à M. Herpicom pour l'invitation. J'en profite au nom d'Engie Electrabel de remercier tous nos partenaires, Tractebel, Yann Denul et Éloi, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, qui est une fierté pour Electrabel et pour nous tous. Donc merci à vous, et merci à vous pour votre attention.